Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau studio Domitis consacré à la téléconsultation. Alors aujourd'hui, on va parler accès aux soins, on va parler territoire, on va parler également de solutions concrètes pour les usagers avec nos invités. Mais avant de vous les présenter, un chiffre qui va illustrer notre propos, 23,5%, c'est la part de Français qui vivent dans une zone d'accès difficile. Alors tout simplement, ça veut dire que près d'un quart des Français vivent à plus de 30 minutes d'un médecin traitant. Bien évidemment, les personnes âgées ne sont pas épargnées, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. Certaines d'entre elles sont contraintes de se rendre aux urgences, avec parfois des délais d'attente longs. On sait également que le nombre d'examens complémentaires pour ces personnes âgées est plus important et que les difficultés pour obtenir un lit en aval des urgences sont également plus importantes. Et puis plus généralement, c'est un enjeu de santé publique. Alors pour aborder toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Stéphane Bruno. Vous êtes directeur des partenariats de Domitis. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Mylène Marollo, vous êtes directrice de la résidence Domitis de Céris qui nous accueille aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. Jamel Chéniour, responsable des affaires publiques de Medadom. Bonsoir. Et puis à distance également, le docteur Patrick Vidal, médecin urgentiste et conseiller médical pour Medadom. Alors, je vous propose d'ouvrir notre première séquence. Accès aux soins, quels sont les enjeux pour les territoires? Alors, pour ouvrir cette séquence, je vous propose de retrouver quelques témoignages de médecins, ou plutôt témoignages sur le manque de médecins. Aujourd'hui, vraiment, il y a des grosses difficultés. C'est très difficile de trouver un médecin. Alors les spécialistes aussi. C'est très difficile d'avoir des spécialistes, hein. Il faut des fois 2 ou 3 mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. J'ai eu plusieurs refus pour dire qu'ils avaient déjà une patientèle énorme et qu'ils n'avaient pas le temps d'avoir quelqu'un de plus. Moi j'habitais Paris, donc j'avais mon médecin traitant. Je suis là depuis 5 ans, je n'ai pas de médecin traitant, hein. Soit ils sont en retraite, soit ils sont absents, soit ils sont en vacances, soit il n'y en a plus. Le fait est que c'est la galère pour trouver vraiment quelqu'un tout de suite. Les docteurs jeunes médecins donc préfèrent se mettre en ville, s'installer en ville que de s'installer en province. Peut-être davantage de clients ou plus facile d'exercer, hein. Ça devient de plus en plus difficile de trouver un docteur à la campagne et même dans une ville comme Montluçon. Alors, cette problématique de désertification médicale peut concerner des territoires ruraux, périurbains. Cette vidéo a été tournée à Montluçon, mais aussi parfois des zones plus urbaines, des centres-villes dont on pense parfois qu'ils sont épargnés par ce phénomène. Je vais me tourner vers le docteur Vidal qui, je rappelle, est présent avec nous à distance. Alors, docteur Patrick Vidal, est-ce que finalement tous les territoires peuvent être concernés par cette problématique de désertification médicale? On se rendait compte qu'actuellement, vu le nombre de médecins qui sont installés, vu l'âge des médecins et vu les files actives que ces médecins possèdent, les nouveaux patients ont beaucoup de mal à se frayer un chemin pour obtenir un médecin traitant. Maintenant, en dehors de ça, même ces patients qui sont dans des files actives de médecins, ces médecins sont débordés. Et lorsqu'ils ont besoin ponctuellement d'un avis médical pour ce qu'on appelle des TRI5, euh, ils ont du mal à trouver une place chez leur médecin. Et pourtant, parfois, il est nécessaire qu'on fasse des prescriptions pour temporiser, en fait, en premier recours. Je pense à des traitements antihypertenseurs, je pense à des contraceptifs oraux et je pense à d'autres pathologies qui nécessitent une prise en charge pas très grave, c'est du tri-5, mais qui nécessite en fait une réponse adaptée à une pathologie qui n'est pas une urgence, mais qui pourtant, pour le patient, est ressentie comme une urgence. Et c'est souvent une question et la réponse peut être donnée d'une autre façon. Et évidemment, je pense à une borne en fait comme Medadom. Et finalement, docteur, ces patients dont vous nous parlez, ils peuvent vivre partout sur le territoire français, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne. Tous les territoires sont concernés finalement. Finalement, même dans les zones urbaines, je pense à la région parisienne, il y a un manque de médecins et c'est assez marqué, mais c'est beaucoup plus marqué dans les territoires où les territoires en fait qui sont considérés comme des déserts médicaux, où l'absence de médecins traitants et l'absence d'accès aux soins de façon assez aisée oblige les gens à aller
en fait, aux urgences pour des pathologies qui ne sont pas des pathologies d'urgence au sens propre du terme. C'est ce qu'on appelle donc le tri-5. Je parle évidemment en dehors des pathologies traumatiques qui nécessitent parfois des examens qui sont complémentaires et qui sont nécessaires pour la pose d'un diagnostic. Très bien, merci docteur. Mylène Marollo, je me tourne vers vous. Vous connaissez donc particulièrement bien ce territoire de Val d'Europe où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous êtes présente sur la résidence de Céris depuis son ouverture au printemps 2022. Est-ce que le territoire de Val d'Europe, qui pourtant est assez urbain, est aussi concerné par cette problématique d'accès aux soins? Alors oui, tout à fait, hein. L'Île-de-France est devenu le plus grand désert médical du pays. Selon l'ARS, près de 2 tiers des franciliens n'ont pas accès à une offre de soins suffisante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 10 ans, le territoire a perdu près de 1800 médecins généralistes, ainsi que des médecins spécialistes de type dermato, ophtalmo. Et le Val d'Europe, qui regroupe à ce jour 10 communes, dont Céris, est forcément touché par cette pénurie de médecins. En effet, les médecins sont overbookés, ils ne prennent pas ou très peu de nouveaux patients. Et du coup, la population augmente aussi dans le même temps. Et à Ça, savoir. c'est une problématique que vous avez identifiée dès l'ouverture et même en amont de l'ouverture de la résidence? Tout à fait, tout à fait. Alors, sans compter qu'il y aura les départs à la retraite qui vont forcément fragiliser davantage le territoire. Donc face à ce constat, il m'a paru nécessaire de demander au groupe d'installer une borne de téléconsultation sur la résidence dès la phase des travaux pour que mes futurs seniors puissent bénéficier de cette borne dès leur premier jour d'arrivée. D'accord, donc plusieurs mois avant l'ouverture de la résidence, pendant la phase de construction, vous avez sollicité Tout à fait. l'installation d'une borne de téléconsultation dont on va découvrir le fonctionnement un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, je me tourne maintenant vers notre public, puisqu'on a la chance d'avoir un public en duplex à quelques mètres du plateau. Je retrouve et je m'adresse à Laurent, à Karine, qui sont avec notre public. Et puis, vous pouvez également poser vos questions via les réseaux. Donc, merci aussi aux internautes d'être présents avec nous. Je rappelle que l'émission est transmise en direct sur YouTube et sur LinkedIn. Alors, Laurent, est-ce que parmi le public, on a des questions à propos de cette problématique d'accès aux soins? Oui, effectivement, le public est nombreux ce soir. Merci d'abord à ce public qui va pouvoir poser ses questions. N'hésitez pas à prendre la parole, à nous solliciter. On a déjà une question sur les réseaux sociaux. Je laisse Karine vous la proposer. Oui, alors bonjour à tous. D'après ce que je peux voir donc sur YouTube, j'ai donc la question est-ce que tous les territoires sont touchés de la même manière par la désertification médicale? Alors, on a déjà en partie répondu à cette problématique. Jamel Chéniour, je me tourne vers vous. Finalement, est-ce que c'est une problématique nationale, cette question d'accès aux soins? Alors, c'est une problématique nationale parce que chaque patient est au moins confronté une fois dans sa vie à une difficulté à rencontrer un médecin. Sauf qu'il y a malheureusement, ou heureusement pour certains territoires qui sont mieux dotés que d'autres, où les médecins font le choix de s'installer dans des territoires peut-être un peu plus confortables pour eux. Mais il faut retenir que la majorité du territoire français fait face à la désertification médicale. Très bien, merci. On reprend le duplex. Laurent, Karine, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, pour l'instant, Aurélien, pas d'autres questions. Vous avez une question, monsieur? Si, une question d'un invité. Bonjour, monsieur. Je vais vous demander de vous présenter, de poser votre question et de bien regarder la caméra. Alors, Mansour Fassi, je représente le CEF, qui est le club des entraîneurs des Val d'Europe. Alors, j'ai une question. Est-ce que la téléconsultation, c'est la solution, mais est-ce qu'elle va venir concurrencer les médecins de ville? Et autre question, aussi une deuxième, est-ce que ça va être pris en charge par la sécurité sociale en totalité? Alors, merci, monsieur, pour votre question qui anticipe un peu sur le déroulé de l'émission. On va répondre en partie à ces questions. Peut-être, voilà, pour désamorcer un peu les craintes qui peuvent naître autour de cette téléconsultation, Jamel Chéniour, est-ce que finalement la téléconsultation, dont on va parler plus en détail dans la prochaine séquence, est-ce que ça vient remplacer la médecine physique ou est-ce qu'il y a des règles sur le partage du temps médical qui font qu'on doit une alternance de rendez-vous physiques ou de rendez-vous virtuels? Alors la téléconsultation, je vais répondre très simplement, ne remplace pas la médecine physique, ne remplace pas le médecin traitant. La téléconsultation, c'est une solution complémentaire aux offres de soins du territoire et donc n'a pas vocation à se substituer à de la médecine physique. C'est-à-dire que la sécurité sociale exige qu'on alterne des rendez-vous au cabinet du médin et puis un diagnostic
voilà, en cas d'urgence ou pendant les horaires de fermeture, tout simplement, des cabinets de ville. Oui. Aujourd'hui, la téléconsultation, elle est prise en charge au même titre qu'une consultation en présentiel par l'assurance maladie. Et donc, un patient est forcément amené à avoir une alternance entre prise en charge physique et prise en charge en téléconsultation. Et bien évidemment, en fonction de sa pathologie, si c'est une pathologie plus grave, il est évidemment nécessaire qu'il se rende en physique chez un médecin. Très bien, alors j'espère que notre intervenant a répondu à votre question, monsieur. Karine et Laurent, est-ce que nous avons d'autres questions, peut-être sur les réseaux? Oui, non, on a une question ici. Madame, si vous voulez juste vous présenter, poser votre question. Je m'appelle Sylvie, je suis dirigeante d'une société d'aide à la personne qui s'appelle Relais Confiance. Pour bien expliquer aussi aux gens qui vont nous entourer, est-ce que la téléconsultation, elle est ouverte au public ou uniquement à la résidence? Mylène Arlot, peut-être sur cette question. Oui, tout à fait. Alors, sur la résidence, de nombreux collaborateurs, nous, ont été formés à la borne et peuvent accueillir la clientèle extérieure à l'utilisation de cette dernière. Donc, elle a été installée dans un endroit à l'abri des regards. Elle respecte tout ce qui est confidentialité. Et donc, toute l'équipe, que ce soit l'animation, l'accueil, la direction, peut accompagner les résidents, leurs familles, mais effectivement, la patientèle extérieure. Donc finalement, oui, cette borne de téléconsultation dont on va parler dans un instant, elle est ouverte sur le quartier, elle est ouverte aux habitants du quartier. Puisque ces questions, et je remercie le public encore pour sa participation, nous a permis d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous propose de passer à la deuxième séquence. Alors pourquoi et comment la téléconsultation apporte une solution? On a bien vu, Jamel Chénion, je me tourne vers vous, que cette problématique a été finalement assez universelle. C'est un phénomène, la désertification médicale, qu'on connaît depuis assez longtemps maintenant. La télémédecine et la téléconsultation elle-même existent depuis un certain temps, depuis les années 2009-2010. C'est ça. Alors de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de télémédecine et de téléconsultation? Alors quand on parle de télémédecine, on a commencé à définir ce concept et donc les 5 actes de télémédecine depuis 2010 en France. Et donc l'État a divisé la télémédecine en 5 actes, donc la téléconsultation, on a la téléexpertise, la téléassistance et la télérégulation. Aujourd'hui, la téléconsultation est l'acte le plus pratiqué. C'est un acte qui met en relation un patient avec un médecin à l'aide d'un système de vidéotransmission. Très bien, donc on a eu cette loi, vous me disiez, quand on préparait l'émission, HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. En 2010. En 2009, et qui, avec ce décret d'application en 2010, qui a permis de préciser quels étaient les 5 actes de télémédecine. Donc ça veut dire que le cadre légal de la télémédecine était posé dès les années 2010. Et ensuite, c'est l'année 2018 qui a vraiment permis de créer un essor de la téléconsultation, en considérant que la téléconsultation entrait dans le droit commun et permettait un remboursement au même titre qu'une consultation en présentiel. Et c'est ici une vraie volonté des pouvoirs publics de faire en sorte que la téléconsultation est une offre de soins au même titre qu'une offre de soins physique et qui permet aux patients, in fine, d'être soignés. Donc elle a la même légitimité qu'une consultation physique, cette téléconsultation. Et puis la pandémie de Covid-19, ça a eu un effet accélérateur, puisqu'on a eu, en plus de ce cadre légal qui a été posé, finalement des modalités de remboursement qui ont été proposées. Ça rejoint une des questions qui nous a été posée, et on va y répondre. Aujourd'hui, la téléconsultation, elle est remboursée. Aujourd'hui, la téléconsultation est remboursée. Pendant le Covid, elle était même remboursée à 100% par l'assurance maladie. Aujourd'hui, elle est à 70% par l'assurance maladie et à 30% pour la part mutuelle. Ça équivaut à peu près à 7,50 € pour une consultation. Exactement. Et donc, c'est une téléconsultation qui est sans dépassement d'honoraires, qui est à 25 €. Et le patient n'a avancé qu'à avancer la part de 7,50 €. Alors, on parle de cette offre de téléconsultation. On a compris que ça mettait en relation à distance un patient et un médecin. Mais quel est le vecteur de cette relation? Quels sont les instruments qui sont utilisés? On entend parfois parler de bornes, de chariots, d'objets connectés. Quel est le choix que vous avez fait, vous, chez Medadom? Alors, chez Medadom, on a deux principaux dispositifs qu'on déploie dans toute la France. Aujourd'hui, on a la borne de téléconsultation que les résidences Domitis connaissent et également la cabine de téléconsultation. Donc ce sont deux dispositifs qui présentent à peu près le même fonctionnement. Simplement, la cabine offre en elle-même la confidentialité de la téléconsultation et donc n'a pas besoin d'être installée dans une salle dédiée. Donc finalement, la cabine, la borne remplissent la même fonction.
mais la borne a besoin d'être installée dans un espace plus confidentiel Exactement. pour préserver la qualité et la sécurité des soins. Et donc, ce sont 2 dispositifs qui sont équipés de dispositifs médicaux qui vont permettre d'améliorer l'examen clinique effectué par le médecin. Et donc, ce sont des dispositifs qui sont sans rendez-vous des 2 côtés. Donc, le patient a simplement à se présenter au dispositif et donc doit remplir un certain nombre de questions qu'on va appeler l'anamnèse pour permettre au médecin d'affiner son diagnostic et d'être mis en relation pour traiter ses soins non programmés. Donc c'est un ensemble de mesures de constante qui permet au médecin de préciser son diagnostic, même Exactement. s'il se trouve à distance. Ouais. Et principalement, les pathologies qui vont être prises en charge en téléconsultation, à travers les bornes et les cabines, on va être sur de l'infection urinaire, des cystites, on va être sur du renouvellement d'ordonnances, des maux de gorge, tout ce qu'on va appeler les soins non programmés et les pathologies aiguës. Alors je vous propose de découvrir plus en détail le fonctionnement de cette borne à travers un film. Voici la borne qui est l'intermédiaire entre le médecin généraliste et vous pour une téléconsultation. Vous allez avoir accès à un généraliste sous 6 minutes et grâce aux outils connectés, vous permettre de faire la téléconsultation. Vous avez le tensiomètre, donc pour la tension, qui est accessible à tout professionnel de santé, toute personne de l'extérieur et tout résident, l'oxymètre pour la saturation d'oxygène et le thermomètre. Le médecin généraliste déclenchera, lui, les outils connectés, le dermatoscope pour, par exemple, un problème d'eczéma, de brûlure, de grains de beauté à surveiller, le stéthoscope et l'otoscope pour la gorge et l'oreille. Un historique est également enregistré pour les renouvellements d'ordonnances, les prochaines consultations. La personne va pouvoir repartir avec son ordonnance pour son traitement, le renouvellement d'ordonnance ou un arrêt de travail initial pour 3 jours. Stéphane Bruno, on a vu cette borne de téléconsultation mise en œuvre, implantée dans une résidence Domitis. Pourquoi finalement est-ce que Domitis, un groupe de résidence service senior, s'est intéressé à la téléconsultation et pourquoi le choix d'ajouter cette corde à votre arc? Tout d'abord, Aurélien, je voudrais vous repréciser peut-être 2 chiffres, 2 éléments de contexte. C'est qu'on vient de rentrer dans une décennie très importante où la frange des plus de 75 ans en France va progresser de plus de 200 000 personnes par an. En gros, ça veut dire qu'en 2020, on avait à peu près 6 400 000 personnes âgées de plus de 75 ans et en 2030, elles seront à 9 millions, voire un peu plus de 9 millions. Ça, c'est le premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est que cette même frange de population, un peu comme nous tous, elle souhaite vivre le plus longtemps possible, mais vivre en bonne santé. Et donc, pas être dépendant des enfants ou des autres. Donc, ça pose déjà, j'allais dire, un petit peu le contexte des problématiques et des attentes des seniors. Les résidents qu'on accueille dans nos résidences, ils sont un petit peu à l'image du reste des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a entre 15 et 20% de nos résidents qui n'ont pas de médecin traitant ou qui ont vraiment des difficultés à avoir un médecin traitant. Oui, c'est ce que vous me disiez, Milan. En préparant l'émission, finalement, on a beaucoup de résidents qui, soit par rapprochement familial ou tout simplement par déménagement, se retrouvent sans médecin traitant. Alors oui, les résidents qui viennent sur le territoire du Val d'Europe viennent surtout pour des raisons de rapprochement familial, pour se rapprocher de leurs enfants et petits-enfants, qui soit travaillent ou habitent sur le secteur, et du coup quittent leur médecin traitant de famille pour venir sur le secteur et se retrouvent sans médecin. Donc on vient de le dire, hein, les médecins prennent peu ou pas du tout de nouveaux patients. Et ils sont d'autant plus réticents à prendre des seniors, car souvent ils ont de nombreuses pathologies, ils ont un dossier médical conséquent, et la partie administrative est souvent un peu plus lourde, du fait de bons de transport par exemple, du fait de demandes de prise en charge à 100%. Donc souvent les résidents se retrouvent sans médecin, et c'est pourquoi j'ai demandé à mettre en place une borne de téléconsultation sur CIRIS. Alors Stéphane Bruno, ces remontées terrain de résidence, hein, partout sur le territoire français, vous les avez entendus, et donc vous vous êtes intéressé d'un peu plus près à la téléconsultation. Oui. Et comme Mylène vient de le préciser, on parle de nos résidents, mais on a aussi nos futurs résidents. C'est-à-dire que presque tous les jours, toutes les semaines maintenant, nous avons des projets d'emménagement chez nous. Mais une des premières questions aussi que les futurs résidents nous posent, et leurs enfants, c'est de dire « moi, je n'ai pas de médecin ». Est-ce que vous, Domitis, vous pouvez m'aider à trouver un médecin ou est-ce que vous avez une solution? Donc c'est devenu une vraie problématique, une vraie attente
les personnes, effectivement, sont très inquiètes par rapport à l'accès aux soins. Donc ça, c'est vraiment la partie résident. Et puis, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un peu plus de 160 résidences qui sont ouvertes. À chaque fois qu'on s'installe dans un territoire, on propose l'ensemble de nos services. Les activités, les animations, différents événements, pourquoi pas des événements de dépistage, des bilans. On veut faire beaucoup de prévention aussi. Et tout naturellement, toutes les bandes de téléconsultation, la question a été posée tout à l'heure, toutes les bandes de téléconsultation, elles sont ouvertes à l'ensemble des habitants, tout âge confondu. Il n'y a pas de raison que ce service également, on ne le propose pas. Et puis, ça nous permet de participer un peu à notre échelle à faciliter l'accès aux soins pour l'ensemble de la population d'un territoire. Et pourquoi vous êtes intéressé à la borne de téléconsultation en particulier? Parce qu'on en a parlé à l'instant, il y a pléthore d'offres. Pourquoi cette borne? Alors, cette borne, on a fait quelques tests avant de déployer cette borne. Et tout simplement, je viens de le préciser, nos résidents ont un certain âge, ils ont en moyenne 83 ans. On avait différentes possibilités de faire de la téléconsultation par simple visio, mais on a voulu aller plus loin avec notre partenaire Medadom. Et comme vous le voyez à l'image, c'est pas juste une visio, c'est pas juste un écran interposé avec un médecin. Nous avons différents objets connectés qui permettent à distance de prendre des constantes, bien sûr en respectant un protocole avec le médecin qui fait la téléconsultation. Et on avait besoin en fait d'aller plus loin par rapport notamment à l'âge de nos résidents. Donc vous avez un dermatoscope par exemple pour la partie dermatologique, la possibilité de prendre votre saturation avec un oxymètre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... C'est une panoplie d'objets connectés qui permettent cette mesure de constante dont on parlait tout à l'heure, que vous avez pu tester en situation réelle. L'expérimentation s'est révélée convaincante? L'expérimentation s'est révélée convaincante. Ce qui nous a aussi convaincus, c'est la facilité de mise en œuvre de cette borne, c'est l'intégration de cette borne dans nos locaux. Ça a été précisé tout à l'heure, il faut respecter la confidentialité de la téléconsultation. Et donc, nous, on a la chance d'être dans des résidences où nos locaux le permettent. Donc, c'est une borne qui est facile à déployer, qui est facile à intégrer dans nos locaux. Et aujourd'hui, c'est une offre qui est appelée à se généraliser sur l'intégralité du parc de Domitis? Oui, alors... oui, c'est une offre aujourd'hui. On a à peu près 40 bornes qui sont actuellement en déploiement ou qui sont en fonctionnement sur le territoire. On va privilégier bien sûr les territoires où le manque de médecins est vraiment prégnant. Maintenant, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura à peu près 80 dispositifs qui seront installés dans nos résidences, ce qui représentera approximativement 50% de notre parc. D'accord, donc un plan finalement assez ambitieux. Écoutez, je vous propose, on a vu, je crois que ça répond à un vrai besoin, de découvrir ce qu'en pensent les résidents et les salariés. La téléconsultation, c'est vraiment très bien. C'est un gain de temps. Et pour tout le monde, en fait. Là, il n'y a pas besoin de faire la queue, on y va, c'est direct. Il y a des médecins H24. C'est un moyen d'être en contact immédiat avec un médecin et de pouvoir agir sur la maladie. J'utilise la borne Medadom à titre personnel pour des renouvellements d'ordonnances, mais des fois je peux la faire pratiquer par des amis ou ma famille quand ils souffrent d'une légère toux ou une inquiétude médicale et qu'aucun médecin est disponible. Il est évident que le manque de médecins, surtout en fin de semaine, une fois un samedi soir et une fois un dimanche soir, il était plus facile d'utiliser la borne et c'est très efficace. 1 heure après, j'avais mon ordonnance ainsi que les médicaments. J'étais très satisfaite et rassurée. La borne est très facile d'utilisation. Il nous demande quelques renseignements primaires comme le nom, le prénom, la date de naissance. Puis si on a un compte, c'est encore plus facile. On rentre notre numéro de compte, le mot de passe et ensuite on remplit quelques questions comme est-ce qu'on a des allergies, est-ce qu'on a été opéré ces derniers mois. Et puis après, on renseigne pourquoi on a utilisé la borne, donc renouvellement d'ordonnance, une toux, une maladie, un malaise. Et après, on est très vite mis en relation avec un médecin sous très peu de temps. Alors pour nous, oui, c'est facile, parce que tout est marqué, on a juste à suivre les indications. Après, pour les seniors, moi je les accompagne quand même un petit peu.
parce que tout ce qui est nouvelle technologie, les seniors ont beaucoup de mal et même si c'est facile, ils sont très réticents. L'animatrice m'a aidée les premières fois, mais maintenant, je sais que je pourrais le faire toute seule. Je serais prête à recommander autour de moi dans la résidence, mais on peut aussi le recommander à des personnes de l'extérieur, à la famille, aux gens qui en ont besoin. Je recommande souvent la téléconsultation, par exemple à ma famille, mais également à notre clientèle hôtelière qui est de passage sur le site quand ils recherchent dans l'urgence ou pour un renouvellement un médecin. Je leur explique donc qu'on a la Médadome, étant donné qu'elle est facile d'utilisation, c'est parfait même pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis prête à recommander ce système qui est vraiment efficace, très pratique, et en cas d'urgence, il n'y a pas mieux. Alors on le sent, hein, c'est assez perceptible à travers ces témoignages. Ce qu'attendent les résidents, c'est cette coordination des soins. Finalement, c'est pas Domitis ne se substitue en aucun cas à un médecin, mais intervient pour coordonner, faciliter l'accès à la santé. C'est finalement le rôle qu'on joue aujourd'hui, hein. Stéphane Bruno. Oui, c'est aujourd'hui venir en résidence service senior, c'est déjà un projet d'installation, d'emménagement, projet de vie. On va y trouver des services, j'allais dire un lieu complètement sécurisé et adapté, avec beaucoup de liens sociaux. Donc ça, c'était une première chose. Mais effectivement, nous, on s'inscrit comme un acteur de coordination des soins ou de l'ensemble des services qui peuvent aujourd'hui répondre aux attentes des seniors. Donc moi, j'ai tendance à dire j'aime bien ça, on est plutôt des facilitateurs de vie, si je peux me permettre. Donc on doit vraiment accéder à toutes les demandes. Et puis, in fine, c'est faire de la prévention. Parce que lorsque vous avez une personne qui arrive le matin à 8 h à l'ouverture de la résidence, qui a passé une mauvaise nuit, qui est très inquiète et qui vous demande d'appeler son médecin, nous on sait pertinemment que son médecin ne pourra pas se déplacer dans la matinée, on ne va pas l'envoyer directement aux urgences. Donc avoir un dispositif comme la borne de téléconsultation, ça permet d'avoir un premier avis, de rassurer les résidents mais aussi les équipes et de prendre les bonnes décisions. Donc c'est vraiment un acte de prévention et je pense que ça va devenir un service indispensable dans les années à venir. Mylène Darolo, dans cette notion d'accompagnement des résidents, il y a aussi toute la bienveillance qu'on peut mettre autour de l'accès à la borne. Les salariés ici sont formés alors à l'accompagnement des publics fragiles de façon générale, mais aussi à l'utilisation de cette borne de téléconsultation en particulier. Oui, tout à fait, hein. Depuis l'ouverture, l'ensemble des collaborateurs a été formé à la borne et à l'utilisation de cette dernière. Les personnes extérieures qui souhaitent utiliser la borne se rendent à l'accueil. Donc, ce qui est intéressant pour les utilisateurs, c'est que la borne est accessible de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7. Donc, ils se rendent à l'accueil. Ils doivent être munis de leur carte vitale ainsi que d'un téléphone portable. La personne de l'accueil ou l'animatrice ou la direction, par exemple, accompagne la personne à la borne et en moyenne, en une dizaine de minutes, un médecin se libère et peut démarrer la téléconsultation. Donc, comme on le disait tout à l'heure, voilà, il y a seulement un reste à charge de 7,50 € qui est ensuite remboursé par la mutuelle. La télétransmission fonctionne comme dans une consultation classique, finalement. Tout à fait. Donc, bien qu'elle ne puisse remplacer, voilà, comme on l'a déjà dit, un suivi régulier par un médecin traitant, voilà, elle peut répondre à un besoin immédiat de renouvellement d'ordonnance, de prescription d'infirmières, de matériel médical, voilà, ou toute autre demande qui ne relève pas de l'urgence. Et cela dans le but de ne pas engorger les urgences ou de faire déplacer les pompiers inutilement aussi. Alors, les personnels de l'équipe Domitis sont formés à l'accompagnement des résidents pour utiliser cette borne. On l'a dit également, cette borne elle est installée dans un espace dédié, donc la confidentialité est préservée. Est-ce qu'on intervient également pour permettre à cette borne de s'insérer dans un tissu, dans une filière locale? Est-ce qu'il y a un travail avec le tissu médico-social, par exemple, qui est mis en place? Alors oui, nous faisons connaître la résidence au fil des mois, depuis l'ouverture, donc il y a 1 an, que ce soit aux institutions, aux pharmacies, aux infirmières libérales, qui peuvent justement nous orienter leur patientèle et leurs usagers à utiliser cette borne de téléconsultation. Voilà, donc cela dans un but de, justement, comme je viens de le dire, de désengorger les urgences. Et donc petit à petit, les personnes du quartier se rendent sur la résidence pour justement utiliser cette borne. Est-ce que c'est particulièrement pratique dans cette notion
d'accès aux soins, il y a aussi la question de la continuité de service, l'amplitude horaire. Ici, dans une résidence, c'est quoi à peu près? 8h à 20h. Donc on peut accéder à la borne de téléconsultation Tout à fait. de 8h à 20h. De 8h à 20h, du tous les lundi au jours. dimanche. D'accord, donc c'est Effectivement. effectivement assez exceptionnel, sans remplacer les urgences, ça offre une solution de recours particulièrement intéressante. Effectivement. Alors retrouvons notre duplex, Karine et Laurent. Est-ce que le public souhaite poser des questions sur cette question de comment fonctionne la borne? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde l'a saisi? Alors Aurélien, je me tourne vers le public et effectivement, nous avons des personnes qui souhaitent avoir des réponses. Je me rapproche d'eux. Pardon. Madame, excusez-moi, je vais passer devant vous. Mettez-vous debout, madame. Je vais tenir le micro. Mettez-vous debout. Regardez la caméra juste là. Oui. Non, Noëlla Noël, je suis résidente chez Domitis. Je voulais savoir déjà si vous aviez des statistiques, soit sur l'ensemble des résidences Domitis en France, soit et même sur celle-ci, des statistiques d'utilisation de cet appareil. Et deuxième question, je n'ai pas encore tout à fait compris comment l'appareil pouvait nous orienter vers telle ou telle spécialité médicale. Comment effectivement nous sommes orientés, soit vers un dermato, soit vers un cardiologue, soit tout simplement vers un médecin généraliste. Donc ce sont mes deux questions. Voilà. Merci madame. Merci pour cette question. Mylène Marollo, je vais vous laisser répondre à la première partie de la question. Sur la question finalement Oui. de... Alors effectivement, depuis l'utilisation, la mise en place de la borne, l'utilisation est variable selon les mois, mais en moyenne, on a une vingtaine de téléconsultations chaque mois sur la résidence. Alors je pense que ça dépend aussi des résidences Domitis. Certaines résidences sont peut-être plus utilisées que d'autres. Nous, la résidence a 1 an d'ouverture, donc je pense que le nombre de téléconsultations va augmenter au fil des mois et des années à venir. Stéphane Bruno, est-ce qu'on a des statistiques nationales sur l'utilisation de cette borne? Oui. Alors ce qui est intéressant par rapport à ce que vient de dire Mylène, c'est qu'on oscille entre 20 et parfois plus de 50 téléconsultations par mois sur certaines résidences, dont la moitié viennent de l'extérieur, avec un âge moyen de 47 ans et à peu près 65% de femmes. Donc c'est vrai que ça dépend aussi déjà de l'offre sur le territoire. Mais je donne aussi un autre exemple, et on y arrive à l'approche des vacances d'été. On va avoir sûrement une recrudescence de demandes de téléconsultation par rapport, c'est normal, hein, au congé des différents professionnels de santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate. Et puis, on a une montée en charge assez progressive. On a tout un travail qui a été souligné par Mylène tout à l'heure sur la préparation du territoire, les rencontres avec les différents professionnels de santé, mais pas que. Cette borne, elle est ouverte à tout le monde, et tous nos partenaires et j'allais dire tous les acteurs qui interviennent dans une résidence ont également des salariés, ont également de la famille. Donc on a tout ce travail un peu de pédagogie à faire auprès d'eux et de leur expliquer que cette borne, encore une fois de plus, elle est ouverte et elle est à leur disposition, quoi. Alors, je vais compléter la question qui a été posée, j'espère que ce n'est pas une question piège. Est-ce qu'on a une idée de la moyenne d'âge aussi des utilisateurs? Oui, la moyenne d'âge globale est de 47-48 ans, puisque dedans, vous avez une partie de nos résidents Domitis et toute une partie qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire que ça marche, hein, les habitants du quartier viennent utiliser la borne de téléconsultation. Tout à fait, tout à fait. Donc ça vient vraiment servir les besoins du territoire. Oui, il y a quelques semaines, j'étais dans une résidence bretonne où une kiné qui travaille avec nous régulièrement est venue un dimanche pour son fils asthmatique, qui connaissait bien sûr, la maladie de son fils et qui avait besoin d'un renouvellement d'ordonnance. Et elle m'a dit, concrètement, elle me dit, j'ai de la chance que vous ayez une borne de téléconsultation. Je suis venu dimanche et ça nous a bien dépanné et mon fils a été soulagé, quoi. Donc voilà, ça sert à tous les âges, pour tout le monde. Et nous, encore une fois de plus, ce qu'on souhaite, c'est vraiment rendre service et s'intégrer dans cette notion de faciliter l'accès aux soins, encore une fois de plus, dans le territoire. Et Jamel Chéniour, il y avait une deuxième question qui était intéressante, c'est finalement quelles sont les spécialités qui sont accessibles via la téléconsultation? Alors, via les bornes de téléconsultation Medadom, c'est uniquement de la médecine générale qui sera pratiquée, soit par un médecin généraliste, soit par un médecin urgentiste. Mais potentiellement, toutes les spécialités peuvent être
compatible avec la téléconsultation? Bien sûr, d'une manière plus générale, les spécialités peuvent être compatibles avec la téléconsultation, certaines un peu moins que d'autres. On peut le comprendre aisément au vu de la limitation des dispositifs médicaux qui ne peuvent pas tout prendre en charge. Mais par contre, si vous faites une téléconsultation sur une borne Médadom et que le médecin considère que votre pathologie est plus grave ou trop difficilement analysable avec la borne, il peut réaliser une lettre de réadressage qui vous permettra d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste d'une manière un peu plus simple. C'est intéressant parce que ça illustre bien la complémentarité téléconsultation, médecine physique. On peut avoir un rendez-vous chez un spécialiste en face à face à la suite d'une téléconsultation. Ça fonctionne. Très bien. Laurent, Karine, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Aurélien, je vais laisser la parole à Karine en remerciant les internautes qui nous posent beaucoup de questions sur le chat. Alors, la première question concerne en fait le diagnostic médical. Donc, j'ai une question. Comment peut-on établir un diagnostic fiable à distance? Jamel Chénior. Bien sûr. Et les questions en amont de la téléconsultation sont faites pour ça. D'une part, sur l'état de santé du patient, sur les allergies, sur la prise de médicaments, sur sa situation médicale, s'il a des maladies chroniques. Donc, il y a vraiment un panel de questions qui sont faites pour comprendre les besoins du patient et surtout sa situation. Et ce sont des questions qui ont été éprouvées depuis le début de Médadom et qui sont régies également par des critères stricts. Donc, ça veut dire que les médecins sont spécifiquement formés à la prise en charge médicale en téléconsultation. Il y a des protocoles médicaux spécifiques? Il y a des protocoles médicaux spécifiques qui sont définis en interne par notre pôle qualité et qui sont régulièrement mis à jour et qui nous permettent aujourd'hui de prendre en charge les patients sans risque. Merci. Karine, est-ce qu'on a d'autres questions des internautes? Oui, j'en ai encore une qui rejoint un peu la première. Donc, c'était à savoir comment sont recrutés les médecins qui font les téléconsultations. Là encore, Jamel, je me tourne vers vous. Alors, la particularité de Médadom et aussi son avantage, en son nom programmé et sans rendez-vous, c'est qu'on salarie ce temps médical. Donc, le temps médical, on le dispose et on le met à disposition des patients. Donc, ce sont des médecins qui sont salariés à travers des centres de santé partenaires de Médadom et qui font de la téléconsultation, mais pas de manière exclusive. Ça veut dire qu'ils ont une activité principale en présentiel, qui peut être en cabinet, en service d'urgence, en centre de santé, mais qui dédie du temps de manière hebdomadaire et qui est bien défini en interne à la téléconsultation pour prendre en charge les patients. Très bien. Alors cette question du temps médical, elle est cruciale dans le fonctionnement de la téléconsultation. L'adhésion des médecins, elle est également clé. Je vous propose de passer à la troisième thématique de cette émission. Quels sont les freins liés à la téléconsultation et puis surtout comment les contourner? Jamel Chénior, on continue avec vous. Il y a un enjeu de sensibilisation du corps médical. Je crois savoir que les jeunes médecins sont parfois plus sensibles à la téléconsultation, puisque ça leur permet en particulier de mieux concilier vie pro, vie perso. Est-ce que, voilà, selon les territoires d'implantation, selon l'âge, selon la pratique professionnelle aussi, les médecins réagissent différemment vis-à-vis de la téléconsultation? Alors, aujourd'hui, il y a certains médecins qui sont toujours réticents dans les territoires à la téléconsultation, puisque si on ne leur explique pas le principe, forcément, ils peuvent voir ça comme une menace plus ou moins directe sur leur patientèle. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, puisque la téléconsultation ne remplace pas leur activité et ne les remplace pas en tant que médecin traitant. On est vraiment sur une solution complémentaire. Et puis peut-être que parfois, ça leur permet aussi de conserver leur patientèle, puisque des gens qui seraient contraints de déménager par manque de médecins traitants peuvent se maintenir sur un territoire grâce à la téléconsultation qui apporte une solution. Exactement. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'in fine, c'est le patient qui est soigné. Et donc le patient qui ressent une urgence ou qui a besoin de renouveler une ordonnance, comme l'a bien expliqué Stéphane, va pas se poser la question de la disponibilité de tel ou tel patient. Il va vouloir une prise en charge rapide, en proximité. Et donc là, la téléconsultation a tout son intérêt en son nom programmé. Ensuite, concernant les particularités des médecins, on a des jeunes médecins qui souhaitent avoir une activité un petit peu hybride. On a des médecins un peu plus âgés qui souhaitent avoir un équilibre de vie. Peut-être des jeunes parents qui souhaitent aussi s'occuper de leurs jeunes enfants, mais qui souhaitent conserver leur activité à temps partiel de médecin. Et on a aussi des médecins retraités qui ne veulent plus forcément s'embêter avec tout le côté administratif d'un cabinet,
mais qui sont encore dans la force de l'âge et qui souhaitent continuer à pratiquer la médecine et embrasser l'innovation. C'est pas qu'une question générationnelle, finalement. On serait tenté de dire les jeunes médecins sont plus favorables, les médecins un peu plus âgés, non. Non, c'est pas. Non, on est vraiment sur ce triptyque-là. Et aujourd'hui, il faut noter que ce sont les médecins qui sont aussi moteurs de la téléconsultation. Sans médecin, il n'y a pas de téléconsultation, il n'y a pas de prise en charge. Est-ce que le temps médical, il est réglementé, le temps qui est alloué à cette téléconsultation? Oui. Aujourd'hui, le temps médical qui est alloué en téléconsultation par un médecin ne doit pas excéder 20% de son volume total de travail. C'est réglementé par l'assurance maladie. Mais donc c'est un seuil aujourd'hui qui va être amené à évoluer, puisque même le président de la République l'a annoncé lors de ses vœux à la santé au début de l'année 2023, que pour justement mieux redistribuer le temps médical, il fallait que le seuil de téléconsultation puisse être réaugmenté. Et François Braun l'a redit au mois de mai récemment, pour que la téléconsultation soit une réelle offre de soins complémentaire des territoires. Très bien, alors appropriation par les médecins, peut-être acceptation par les usagers aussi, est-ce qu'il y a un peu de pédagogie à faire? Si vous voulez implanter des bornes ou des cabines sans qu'il y ait d'usage, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut vraiment que les patients soient accompagnés et connaissent le dispositif pour d'une part éviter un renoncement aux soins et éviter l'automédication. On est dans deux situations qui sont assez terribles pour la santé des Français. Et si on communique bien envers les patients, si on les accompagne bien par un référent télémédecine comme c'est le cas à Domitis, c'est in fine le patient qui en ressortira en meilleure santé. Pour compléter ce panorama, est-ce qu'il y a aussi des freins réglementaires ou liés au financement de la téléconsultation qui doivent encore être levés? Aujourd'hui, il n'y a pas de frein réglementaire au financement de la téléconsultation. C'est chaque structure qui souhaite s'équiper d'une borne de téléconsultation qui définit ses modalités. Mais nous, on note une évolution depuis quelques mois ou sur la dernière année. On a de plus en plus de structures qui viennent vers nous, que ce soit des élus, que ce soit des résidences seniors ou même des universités qui souhaitent s'équiper de cette solution complémentaire puisqu'ils sont directement impactés par le sujet et directement sollicités. Donc aujourd'hui, on a tout un panel de structures qui s'équipent en téléconsultation et qui comprend l'enjeu majeur des territoires, qui est d'offrir cette solution complémentaire et surtout de faire travailler tout un écosystème avec les médecins en local, soit en leur proposant de faire eux-mêmes de la téléconsultation, soit en discutant avec eux de cette solution, de déterminer comment ils peuvent prendre part aussi à cette innovation en santé. Et puis également, ça peut être les départements aussi qui se saisissent du sujet. Alors Stéphane Bruno, Jamel l'a dit à l'instant, ça peut être aussi une démarche de la part d'un élu que de vouloir se doter d'une borne de téléconsultation. Comment est-ce que vous appréhendez ces demandes? Est-ce qu'il y a un travail partenarial qui s'établit avec la collectivité? Alors aujourd'hui, c'est plutôt nous qui sommes à l'initiative de la démarche. Lorsqu'on a identifié une résidence dans laquelle on a un projet d'implanter une borne de téléconsultation, on va prendre contact, on va se rapprocher du maire ou des élus qui sont en charge de la santé. Et on va leur présenter le projet, le dispositif, et on va leur dire: est-ce que vous souhaitez nous accompagner? Puisque nous, on vient et on rend quand même service, comme ça a été précisé par Jamel à l'instant. On a de plus en plus des oreilles attentives sur ce sujet-là. On a même des collectivités locales aujourd'hui qui nous financent totalement ou partiellement certaines bornes dans nos résidences. D'autres, pour des raisons peut-être plus d'équité ou politique, nous aident plus sur la partie médias, communication, c'est-à-dire qu'elles ne financent pas, mais elles nous accompagnent dans la communication vis-à-vis de leurs administrés. Et puis enfin, c'est aussi pour eux une opportunité parce qu'on a cette agilité, Mylène l'a bien précisé tout à l'heure, de pouvoir ouvrir de 8h à 20h, 365 jours par an. C'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quelle heure, sans rendez-vous, sur une amplitude quand même très large, est certain, j'allais dire, d'avoir un premier avis médical en moyenne en 10 minutes. Donc ça, c'est quand même une force. Oui, c'est un délai qui est particulièrement court. En moins de 10 minutes, on se connecte, on s'installe devant la borne. En 10-12 minutes, en moyenne, on a un médecin à l'autre bout du fil. Depuis le début de l'année, tout à l'heure, il y a une question qui a été posée par une personne dans la salle. Nous sommes à 8 minutes de délai d'attente chez Domitis, actuellement depuis le 1er janvier 2023. Donc voilà, vous voyez, c'est par rapport à une collectivité, par rapport à une mairie, nous, on est peut-être un peu plus agile et ça permet ensemble d'apporter une solution sur le territoire. Ça c'est la première chose. Par rapport aux freins, on s'adresse, lorsqu'on a la chance encore d'avoir des médecins qui interviennent en résidence,
on les contacte, on leur adresse un courrier, on leur précise le projet, parce qu'il faut aussi parfois lever des freins ou des objections, ou même des inquiétudes par rapport à la téléconsultation. Et puis, la plupart du temps, maintenant, on les met en relation avec Medanum, parce que de plus en plus, c'était le cas dans l'Indre où j'étais il y a 2 semaines, un médecin m'a dit « mais est-ce que vous pourriez me mettre en relation avec Medanum, parce que je me pose en fait la question de réserver du temps de téléconsultation parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse et alors là c'est super parce que vous avez un médecin qui intervient encore un petit peu à la résidence qui dit ça m'intéresse de faire la téléconsultation mais pour vos résidents aussi. Donc là c'est vraiment on gagne sur tous les plans. Les médecins et puis après on a aussi je pense aux infirmières qui ont aujourd'hui des actes cotés sur l'accompagnement et l'aide à la téléconsultation, je parle sous votre contrôle, et avec qui on fait des réunions d'information, on fait des événements de démonstration. J'allais dire que ce qu'on fait peut-être un peu aujourd'hui, c'est aussi un acte de pédagogie vis-à-vis de tous les professionnels de santé. Et voilà, c'est comme ça qu'on conduit le projet, qu'on s'intègre dans le territoire, qu'on essaye d'emmener tout le monde avec nous, et puis de faire comprendre que nous, voilà, c'est complémentaire. On n'arrive pas avec une baguette magique, mais qu'en étant à plusieurs comme ça, ça va permettre de répondre et de solutionner quelques problèmes, quoi. Alors à vous entendre, le conseil est plutôt positif, encourageant, y compris de la part des médecins qui sont de plus en plus demandeurs. Ouais. Je vous propose d'écouter ces témoignages d'un médecin qui évoque la question de la téléconsultation et la façon dont ça a influencé sa pratique. Pour moi, la téléconsultation, en fait, c'est une évolution logique de la médecine. Elle a toute sa place, surtout actuellement, vu la conjoncture actuelle avec le manque de médecins. Ça ne fait que de s'aggraver au fur et à mesure des temps avec les départs à la retraite. Donc la téléconsultation, elle permet surtout de désengorger pour moi un petit peu les urgences et la petite bobologie. Une bonne pratique pour la téléconsultation, en tant que médecin, moi, je pense qu'il est très important de bien faire l'interrogatoire, bien poser les questions sur les antécédents du patient, ses allergies, utiliser surtout les appareils connectés pour pouvoir poser le diagnostic, comme le stéthoscope connecté, l'otoscope connecté. C'est pas juste je prescris une ordonnance parce qu'il est venu pour une angine quelconque. Il faut bien connaître ses limites et toujours avoir sous le coude et prévenir le patient que sur un doute ou une évolution qui n'est pas correcte, de voir toujours son médecin traitant. Pour vous citer un exemple sur une douleur abdominale par exemple, ça peut être une douleur abdominale simple d'une petite gastro-entérite qu'une appendicite. On peut pas poser ce diagnostic comme ça, on n'a pas encore de machine pour palper le ventre sur la téléconsultation. Donc la téléconsultation, c'est un outil important, c'est une évolution logique pour moi de la médecine, sachant que ça ne remplacera quand même jamais un rendez-vous physique avec son médecin traitant. Alors Stéphane Bruno, on voit que l'articulation avec la médecine de ville fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'il y a aussi une articulation avec l'hôpital qui se met en place, notamment le service des urgences qu'on évoquait avec le docteur Vidal au début de cette émission? Alors on a un exemple de sûr, dans un département où on a une convention, un accord de coopération avec l'hôpital. Et le docteur Vidal évoquait les TRI5, alors c'est un peu technique. Un peu technique, oui. Mais on va dire, je parle sous votre contrôle, c'est tout ce qui est non urgent et non vital. Et ce service d'urgence nous adresse quelques patients dans une de nos résidences pour, j'allais dire, désengorger un peu sa file active. Alors j'en profite, ça peut être aussi un appel que je fais à tous les hôpitaux et cliniques et les services d'urgence. C'est vrai que nous, avec nos bandes de téléconsultation, bientôt, ou en tout cas à la fin de l'année, dans 80 résidences, on se rapprochera et on aimerait continuer à travailler et à développer ce type d'accord, de partenariat, pour faciliter, j'allais dire, l'accès aux soins, mais aussi désengorger les services d'urgence. Alors pour conclure cette troisième et dernière séquence, on retrouve notre public en duplex, on retrouve Karine et Laurent, on retrouve également les questions des internautes.
Alors oui, donc j'ai encore une question via donc internet. Voilà, j'ai une question. À partir de quel âge peut-on emmener ses enfants faire une téléconsultation? Mylène, est-ce qu'il y a une notion d'âge, un âge limite ou un âge en dessous duquel il ne faut pas descendre? Alors oui, la borne de téléconsultation est accessible à tout public, mais supérieure à l'âge de 3 ans. D'accord. Donc ce n'est pas accessible aux nourrissons ou aux La enfants. pédiatrie n'est pas compatible avec... Et la pédiatrie, les enfants en bas âge ne sont pas concernés. Très bien, réponse plutôt claire. Karine, d'autres questions peut-être? Alors peut-être avec le public. Est-ce que le public a des questions? Non. Alors, je vais vous proposer par contre juste un... Si, pardon. Quelqu'un qui se propose de poser une question. Je vous laisse vous mettre debout. Regardez bien. Alors, une question, M. Chenouf, par rapport au développement. Je pense que l'appropriation n'est qu'une question de temps. Dans combien de délais vous voyez la téléconsultation près des distributeurs de boissons dans les rues? Je pense que ça va venir. Alors, Jamel Chénion, ça rejoint un débat parlementaire qui a lieu au début de Exactement. l'année. Aujourd'hui, Medadom, en termes de déploiement, on est installé dans 3500 structures dans toute la France. Mais ce ne sont pas des structures dénuées d'accueil et mis en libre service comme des distributeurs Oui, on se souvient, au début de l'année, il y avait un projet d'amendement. Exactement. Pendant les dernières discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a eu une tentative d'obliger à avoir un professionnel de santé des deux côtés de l'écran, y compris avec le patient, sauf qu'aujourd'hui, la situation du territoire, c'est qu'on manque de professionnels de santé. Donc heureusement, cette disposition a été écartée. Mais aujourd'hui, on n'installe pas des bornes de téléconsultation, je dirais, sans limite, puisqu'on est contraint par la Haute Autorité de Santé, par le ministère de la Santé, à un socle d'exigences avec un accompagnement et surtout avec une qualité de service. Donc on ne peut pas installer un dispositif. Au moment du débat sur cet amendement, l'objectif c'était d'éviter d'installer des bornes de téléconsultation, des cabines à la caisse des supermarchés. La vision était un peu caricaturale. Exactement, c'était une vision un peu caricaturale qui n'est pas forcément pratiquée par tous les acteurs aujourd'hui. Mais il faut noter que ce soit la classe politique ou le grand public, n'est pas forcément au fait du fonctionnement de la téléconsultation. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour expliquer que c'est quelque chose d'encadré, structuré, avec un socle qualité, des règles à respecter définies par l'assurance maladie, par la Haute Autorité de Santé. Et bien évidemment, il ne va pas y avoir de déploiement sauvage, mais uniquement un déploiement dans les déserts médicaux, au plus proche des patients. Ça peut se faire en résidence senior, ça peut se faire en collectivité, ça peut se faire en pharmacie, mais bien évidemment avec un accompagnement qui ne sera pas forcément un médecin, parce que finalement l'intérêt de la téléconsultation est un peu moindre si on a besoin d'un professionnel de santé à chaque fois. Mais il y a quand même des gens qui sont formés. Le patient peut être tout à fait autonome. On a aussi des personnes âgées qui sont totalement autonomes. La téléconsultation, elle n'est pas réservée aux jeunes. Mais l'accompagnement se fait ce qu'on appelle nous un référent télémédecine. Ça peut être un professionnel de santé, mais ça peut être aussi un personnel comme ici à Céris, qui va accompagner et orienter le patient à l'usage. Très bien. Karine, Laurent, est-ce qu'on a une dernière question? Alors j'ai une question très basique. Comment fait-on pour trouver une borne de télémédecine? Alors, réponse aussi qui va être très, très basique. Vous vous rendez tout simplement sur le site internet de Medadom. Il y a un onglet « Localiser la borne la plus proche de chez vous ». Et vous avez simplement indiqué votre code postal. Et donc, vous allez avoir une carte qui va apparaître avec une liste des structures équipées les plus proches de chez vous. Très bien. Écoutez, merci aux internautes pour leurs questions. Merci au public pour sa présence, pour son enthousiasme. Je remercie également nos intervenants, le docteur Vidal qui malheureusement a dû nous quitter puisqu'il a dû rejoindre sa garde. Et puis nos intervenants qui étaient présents ici sur le plateau. Stéphane Bruno, je le rappelle, directeur des partenariats de Domitis. Mylène Marollo, directrice de la résidence de Céris. Merci encore pour votre accueil. Et Jamel Chénion, responsable des affaires publiques de Medadom. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt pour un prochain studio Domitis.